Alors voici cette troisième partie, donc la partie C de ce chapitre 1. On est maintenant dans la naissance de la Fédération canadienne. Donc, pourquoi les colonies britanniques d'Amérique du Nord entreprennent-elles de s'unir entre 1864 et 1873? Il faut savoir qu'il y a trois raisons. Première chose, c'est que dans les années 1860, des colonies vont faire face à différents problèmes. Il y en a trois. Le premier, c'est l'insécurité militaire dans les colonies. Au début des années 1860, le Royaume-Uni veut réduire certaines dépenses, notamment en demandant à ses colonies d'assurer leur propre défense. Dans les colonies d'Amérique du Nord, la population craint de ne pas pouvoir se défendre contre les États-Unis qui sont en pleine guerre de sécession. Ainsi, le retrait militaire annoncé et la crainte de son appui éventuel aussi à certains États dans le sud des États-Unis, ça a créé un sentiment d'insécurité dans les colonies. Puis, ben, dans ce contexte, les politiciens des colonies cherchent à réunir leurs ressources pour financer une armée commune sans l'aide de la métropole. Deuxième raison, il y a des difficultés économiques. Alors, le commerce des colonies britanniques d'Amérique du Nord est dépendant des choix économiques du Royaume-Uni et des États-Unis. Au milieu des années 1860, les États-Unis vont décider de ne pas renouveler le traité de réciprocité. Donc, c'est pour ça que si le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et la province du Canada faisaient une union, ça permettrait de créer un grand marché intérieur. Et en plus, ça permettrait de mettre en commun les ressources financières pour créer un vaste projet de chemin de fer qui relierait Halifax au Grand Tronc qui est dans la province du Canada. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le premier problème, c'était l'insécurité militaire. Troisième problème, c'est l'instabilité politique dans la province du Canada. Donc, depuis la division des réformistes en 1851, il n'y a presque aucun gouvernement qui arrive à rester au pouvoir. Donc, l'idée, c'est une union fédérale. Alors, ce que c'est une fédération? C'est une union d'États au sein d'un État fédéral dans lequel les pouvoirs sont partagés entre un gouvernement commun et des gouvernements dans chacune des provinces. Donc, on pourrait faire une union fédérale entre le Haut-Canada, le Bas-Canada et les autres colonies britanniques. Donc ça, c'est nos trois problèmes. Donc militaire, économique, politique. Il ne faut pas oublier aussi que sur le plan géographique, les Américains et les Canadiens essaient vraiment de prendre le plus d'expansion vers l'ouest pour occuper le territoire, donc vers le Pacifique. Donc en s'unissant ensemble, on pourrait mettre toutes nos ressources là, pour créer le chemin de fer, avoir une armée pour protéger le territoire. Donc, après 10 ans d'instabilité, la coalition des trois partis politiques permet au gouvernement d'obtenir une majorité de députés à la fois au Canada et au Bas-Canada. Donc, voici la coalition. C'est le Parti bleu, conservateur et les Clear Grits qui vont s'allier ensemble. Ils font partie de la coalition. Le Parti rouge n'en fera pas partie parce qu'il est opposé au projet de fédération, donc ils vont rester à l'écart. Et la bourgeoisie d'affaires va appuyer le projet d'union parce qu'il y voit une occasion unique de régler les problèmes économiques. Donc, comment ça fonctionne? C'est quoi nos ambitions? Qu'est-ce qu'on souhaite? Donc, les libéraux conservateurs aimeraient une union fédérale centralisée. Donc, on le voit ici au milieu, donc une union fédérale avec un gouvernement central fort. Les Bleus aimeraient plutôt une union fédérale décentralisée où les pouvoirs politiques importants seraient concentrés dans les mains des gouvernements des provinces. Et les Clear Grits insistent surtout sur la représentation proportionnelle où les provinces les plus populeuses devraient disposer de plus de sièges. Donc, même si c'est une coalition, on voit ici qu'il y a des idées qui sont différentes, défendues dans l'élaboration du projet d'union. Alors, comment ça fonctionne le projet? Eh bien, il faut savoir qu'on va se rencontrer à deux reprises au Canada, donc à Charlottetown et à Québec. Je vais revenir sur Charlottetown. Et sachez que dès le début, la métropole britannique soutient le projet parce qu'elle veut diminuer ses responsabilités économiques et militaires. Elle a déjà retiré ses militaires, sans toutefois rompre ses liens politiques, donc elle ne veut pas l'imposer. Donc, elle va tout de suite soutenir le projet, puis elle va soutenir les délégués dans leurs différentes discussions. Alors, première conférence, c'est à Charlottetown en 1864 au mois de septembre. Donc, les délégués de la province du Canada réussissent à convaincre ceux des autres provinces qu'une union fédérale en toutes les colonies britanniques serait possible, surtout si on prolongeait le chemin de fer. Donc, on va finalement en discuter un peu plus en détail au cours d'une prochaine conférence. Donc, si on est à Charlottetown. On va se rencontrer à Québec un mois plus tard. Et là, vraiment, on choisit l'Union fédérale avec la représentation proportionnelle. Au Haut-Canada, Bas-Canada, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, ce sont les quatre premières. En fait, ben, ici, on sépare en deux, donc quatre premières provinces qui vont faire partie du projet d'union. Et le chemin de fer va relier la province du Canada au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse. Il va s'appeler l'intercolonial.
Donc ça, c'est les deux premières conférences. Alors, ce qui va se passer, donc vous voyez ici, la conférence de Charlottetown, conférence de Québec, il faut que le projet soit appuyé dans les provinces. Il l'est en mars 1865 dans la province du Canada, il l'est en Nouvelle-Écosse et il l'est aussi au Nouveau-Brunswick. Donc là, on va se rencontrer à Londres. Alors, conférence de Londres, c'est la province du Canada, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse qui envoient des délégués pour entreprendre les dernières négociations pour rédiger la nouvelle constitution. Le gouvernement britannique accepte telle quelle l'entente négociée par les colonies à la conférence de Québec. C'est la première fois depuis la proclamation royale que la constitution de la colonie n'est pas rédigée par la métropole. Donc, voici ce qu'on propose comme cinquième et dernière constitution. Elle s'appelle l'Acte de l'Amérique du Nord britannique ou l'ANB. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1867, donc c'est depuis ce temps-là qu'on célèbre la fête du Canada, le 1er juillet. Alors, le territoire va porter le nom de Dominion, donc Dominion du Canada ici, en orange, donc province du Dominion du Canada en orange. La capitale va devenir Ottawa, c'est là que va siéger le gouvernement fédéral, et chaque province a sa capitale où siège son gouvernement provincial. Voici les 4 premières provinces, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Sur le plan du pouvoir, on a notre union fédérale, donc avec 2 paliers de gouvernement, et la Constitution prévoit le partage des pouvoirs entre les 2 paliers, on va le voir un petit peu plus tard. Les lois criminelles sont fédérales et les lois civiles sont dans chacune des provinces. Sur le plan économique, on prévoit le partage des revenus qui provient de taxes et d'impôts entre les 2 paliers. En fait, ce qu'on dit, c'est que c'est surtout le gouvernement fédéral qui perçoit les droits de douane et ensuite va redistribuer selon la population. Le français est reconnu, ça veut donc dire qu'au Canada, les documents sont rédigés en français et en anglais. Voici donc la structure politique du Dominion. Donc, on reste une monarchie parlementaire. Donc, la reine est dans le haut ici. Avec son représentant ici qui est le gouverneur général. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez 4 provinces et qui ont des circonscriptions, c'est-à-dire des lieux géographiques où les gens vont pouvoir élire des députés. Donc, ce sont un nombre qui est proportionnel à la population. Donc, l'Ontario a plus de population, a plus de députés. Donc, on a donc des députés de chacune des 4 premières provinces à la Chambre des communes. Et le parti qui fait élire le plus de députés, ben, son chef ou sa chef va devenir premier ou première ministre. On a le Sénat, qui est l'ancien conseil législatif, donc c'est pour les lois. Et ça, c'est au Canada, mais on retrouve la même chose dans chacune des provinces, c'est-à-dire, à l'époque, 65 circonscriptions provinciales qui deviennent des députés. Et le plus grand nombre de députés élus, ça devient le parti au pouvoir qui va former le gouvernement. Et le gouverneur général a un représentant qui est le lieutenant-gouverneur dans chacune des provinces. Donc, voici comment ça fonctionne. Maintenant, on sépare les pouvoirs entre le pouvoir du fédéral et dans chacune des provinces, surtout ce qui est particulier comme l'éducation qu'on fait en français ici, la santé, le droit civil qui est particulier aux provinces, les municipalités parce que c'est plus spécifique. Mais sinon, au fédéral, l'armée, le droit criminel, la monnaie, les banques, les transports débordant des limites d'une province, la poste. Les Premières Nations, donc les Premières Nations, c'est fédéral. Le droit, il y a aussi, le gouvernement fédéral, un droit de désaveu sur les lois provinciales. Qu'est-ce que ça veut dire, un droit de désaveu? C'est le pouvoir d'abolir une loi, puis il y a aussi les pouvoirs résiduaires, c'est-à-dire des pouvoirs qui n'ont pas nommés dans la Constitution, qui n'existaient pas à l'époque. Ce seront des pouvoirs qui seront fédéraux. Donc voilà pour notre cinquième et dernière Constitution. On verra par la suite ce qui arrivera avec la poursuite, parce qu'au départ, on a 4 premières provinces. Qu'est-ce qui arrivera avec les autres provinces suivantes?